Bonjour à tous, alors premier entretien pour le blog françoise.net, il sera avec Charles Robin. Donc Charles Robin est l'auteur de l'ouvrage La gauche du capital, paru en 2014 aux éditions Crisis, où il formulait une critique constructive de la gauche dans la droite lignée de Jean-Claude Michéa. Il nous revient en ce début d'année avec un recueil de textes intitulé Itinéraire d'un gauchiste repenti. J'espère que cela vous plaira et que ça vous donnera envie de creuser un peu plus en lisant ces ouvrages, notamment celui sorti en janvier dernier et en vente sur le site des éditions Crisis. Bonne journée. Bonjour Charles, alors comment en es-tu arrivé à écrire ce texte? Alors, ce texte, je l'ai écrit suite à mon précédent livre qui était La gauche du capital. Dans La gauche du capital, j'ai essayé de faire une analyse critique du libéralisme, notamment sur la question de la gauche et de l'extrême gauche, la participation de l'extrême gauche à l'idéologie libérale. Et je me suis aperçu qu'il y avait eu un certain nombre de malentendus sur ma démarche et sur la position d'où je parlais. Et dans Itinéraire d'un gauchiste repenti, j'ai voulu revenir un peu sur la genèse de cette réflexion que j'ai exposée dans La gauche du capital pour essayer d'en donner des fondements peut-être plus personnels, plus autobiographiques. Donc il y a toute une partie du livre qui est autobiographique, dans laquelle j'explique que je suis parti de l'extrême gauche au départ. Je me suis engagé à l'extrême gauche pour militer pour des idées de justice sociale, d'égalité, et que progressivement, les années passant et ma réflexion se mettant en place, j'ai fini par repérer un certain nombre d'incohérences dans le discours de l'extrême gauche, et c'est à partir de là que j'ai voulu restituer cette expérience dans ce livre. Est-ce que tu veux bien nous donner ton point de vue sur 3 citations que j'estime hautement d'actualité? Alors tout d'abord, un auteur cher à Michéa, George Orwell. Dans un article écrit le 9 juin 1944, intitulé « La politique et la langue, faire le jeu d'eux », il disait ceci. « Il y a une expression qui est fort en vogue dans les milieux politiques de ce pays. Faire le jeu d'eux. C'est une sorte de formule magique ou d'incantation destinée à cacher les vérités dérangeantes. Quand on vous dit qu'en affirmant telle ou telle chose, vous faites le jeu de quelques sinistres et ennemis, vous comprenez qu'il est de votre devoir de la boucler immédiatement. » Donc cette citation d'Orwell, à mon avis, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Faire le jeu d'eux aujourd'hui, alors par exemple, dénoncer l'alliance et la connivence entre la gauche et la droite, ce serait faire le jeu du Front National, de l'extrême droite, entre guillemets. Donc comme le dit Orwell, c'est une formule magique, c'est ce qui permet de discréditer un discours sans avoir à s'y intéresser sur le fond. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir à répondre aux problèmes qui sont posés. Et quand quelqu'un vous dit que votre pensée fait le jeu de tel ou tel parti ou mouvement, c'est le signe que vous avez visé quelque chose de juste. La question est de savoir, est-ce qu'on se soumet à cette formule magique et puis on décide de se taire, ou est-ce qu'au contraire, on persiste parce que quand on est dans ce qu'on pense être le vrai, on a un devoir de le dire, quand bien même ça ferait le jeu de telle ou telle chose. Alors la question qui est cruciale à mon sens, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à assumer les conséquences de ce qu'on dit. Et si on n'est pas prêt à les assumer, dans ce cas-là, il faut accepter de s'interdire de penser. Donc il y a 2 catégories de personnes à mon avis aujourd'hui, les personnes qui acceptent de penser avec tout ce que ça peut avoir d'implication, et les personnes qui refusent de penser puisqu'elles ont peur de faire le jeu de telle ou telle chose. Depuis l'époque de la Révolution française, une moitié de l'Europe s'intitule la gauche, et l'autre moitié a reçu l'appellation de droite. Il est pratiquement impossible de définir l'une ou l'autre de ces notions par des principes théoriques quelconques sur lesquels elles s'appuieraient. Ça n'a rien de surprenant. Les mouvements politiques ne reposent pas sur des attitudes rationnelles, mais sur des représentations, des images, des mots, des archétypes dont l'ensemble constitue tel ou tel kitsch politique. Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Kundera a mis le doigt sur, là encore, quelque chose d'essentiel. C'est le fait que quand on se définit d'un point de vue politique comme étant de gauche ou de droite, en fait on ne définit pas des idées, on définit plutôt une identité. Et cette identité, elle est construite sur des représentations et des images. Et au fond, être de gauche ou être de droite, ça devient plus une esthétique personnelle qu'un ensemble d'idées et de concepts construits.
si bien que vous allez par exemple avoir des personnes de gauche et de droite qui vont dialoguer ensemble. Si elles ne savent pas qu'elles sont de gauche ou de droite, elles vont peut-être tomber d'accord sur beaucoup de choses. Et c'est seulement à partir du moment où elles vont se définir comme étant de gauche ou de droite qu'elles vont rentrer dans un rapport d'opposition. Ce sont des étiquettes, et le propre des étiquettes, c'est d'enfermer la pensée. Qui dit enfermer la pensée dit impossibilité d'évoluer dans sa pensée. Alors la gauche, comme l'a rappelé Kundera, et la droite, c'est un clivage qui est né au moment de la Révolution française. À l'époque, la droite, c'était ceux qui étaient partisans du retour à l'ancien régime, c'était les tenants de la tradition, tandis que la gauche, c'était les partisans du progrès, c'était les partisans de la raison, de la liberté, du mouvement. Et ces concepts-là n'ont pas de réel contenu sur le plan politique et économique. Le clivage, par exemple, qu'on nous présente entre le socialisme et la droite, il faut savoir que c'est un clivage complètement fabriqué, puisqu'au départ, le socialisme est totalement indépendant du clivage droite-gauche. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un clivage droite-gauche qui n'en est plus un, puisque les deux tendances de l'échiquier politique se sont rejointes, se sont fondues dans la même défense et la même apologie de la pensée libérale. Simplement, la gauche va assurer la défense du versant culturel du libéralisme, tandis que la droite va plutôt en assurer le volet politique. Mais on s'aperçoit que même cette distinction tend de plus en plus à s'effacer. On a une gauche aujourd'hui qui s'assume libérale sur le plan économique depuis les années 80 et depuis le mandat de François Mitterrand. On a une droite qui ose de moins en moins assumer son conservatisme historique, donc qui a complètement rejoint la gauche sur le plan des mœurs. Et finalement, le socialisme n'existe plus, le socialisme est mort. Et ça s'illustre assez bien, par exemple, dans la personnalité d'un Emmanuel Macron, dont le mouvement porte pour nom En Marche. Donc là, la référence au socialisme est totalement inexistante. Et je pense que de ce point de vue-là, Macron a compris beaucoup de choses. Et il a compris qu'en France, le socialisme était mort. Je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté. Gramsci, fondateur du Parti communiste italien. Gramsci nous dit quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'on fait un constat qui peut paraître totalement sinistre et déplorable que ça signifie que rien n'est possible ou que ça signifie qu'on peut se réfugier dans l'immobilisme et dans la passivité. Le fait de faire un constat déplorable, c'est aussi ce qui permet d'envisager les moyens de trouver les solutions. Et on ne peut pas trouver de solution dans l'ignorance, on ne peut pas trouver de solution dans l'aveuglement ou dans le déni. Donc on doit partir du constat pour ensuite essayer de trouver les moyens de surmonter la situation. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse l'évolution de notre société et même plus largement de notre civilisation, on peut avoir l'impression que tout est perdu. Il est possible que tout soit perdu. Mais le fait de dire que tout est perdu, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Ou bien dans ce cas-là, il faut retourner, enfin il faut aller dans une sorte de contemplation tragique en disant que tout est perdu. Personnellement, je n'ai pas cette position. J'ai une position beaucoup plus optimiste que ce qu'on pourrait croire. Parce que je vois, et ça c'est par l'expérience, c'est par l'observation concrète, je vois se développer autour de moi et de manière générale dans la société une pensée critique, notamment chez la jeunesse, qui s'accompagne d'une réelle motivation et d'un réel désir. Ce que j'appelle le désir, c'est cette espèce de force vitale qui anime un certain nombre de personnes qui pensent et qui sont conscientes que c'est elles qui représentent l'avenir. Et cet avenir-là, on doit en préparer le terrain. Les générations qui vont nous succéder vont s'appuyer sur la critique qu'on aura produite actuellement. Et on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, on ne sait pas exactement ce qui va advenir. Mais en tout cas, si le constat est juste, il faut faire confiance à ces nouvelles générations qui arrivent parce qu'elles sont porteurs de beaucoup d'espoir. Elles sont porteurs aussi également d'une grande lucidité et d'une grande conscience. Et je pense que c'est sur elles qu'il faut miser. Quelques conseils de lecture pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors pour les jeunes qui nous écoutent, j'aurais quelques suggestions de lecture à leur faire. Le premier livre que je leur conseillerais de lire, si ce n'est pas déjà fait, c'est le livre
de Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance, qui se trouve être le premier livre que j'ai lu de cet auteur. Et je trouve que c'est un livre fondamental parce que dans ce livre, Michéa explique en réalité toute l'imposture du libéralisme et du clivage droite-gauche à partir d'une question, à partir d'une thématique qui est la question de l'ignorance et de l'enseignement, donc de l'éducation. Il montre bien que c'est en maintenant les jeunes populations dans l'ignorance que le système capitaliste peut espérer se maintenir. Et donc, à contrario, ça signifie que c'est bien par le retour à la culture que pourra naître une pensée critique qui pourra réellement contester le système en place. Aujourd'hui, on voit bien que le système va promouvoir la déculturation, il va promouvoir la désalphabétisation de la jeunesse et revenir à la pensée, revenir à la culture. Eh bien, c'est l'un des biais les plus importants sur lesquels on doit compter pour changer les choses. Le deuxième livre que je pourrais conseiller, c'est un petit livre là encore de Jean-Jacques Rousseau, qui est un auteur des Lumières contre les Lumières. C'est le discours sur les sciences et les arts, c'est un de ses textes de jeunesse, dans lequel Rousseau produit une des critiques de la modernité et de l'idéologie du progrès les plus puissantes. Rousseau montre bien qu'à mesure que l'homme s'est élevé à la connaissance, à la science, aux techniques, au savoir, parallèlement à ça, il a connu une dégradation, une dépravation sur le plan moral. Et Rousseau montre bien que ce qu'on présente comme étant l'idéal de la modernité, en réalité, s'est construit sur une corruption morale des hommes. Et je pense qu'il suffit de regarder autour de nous pour s'en convaincre. Jamais nos sociétés n'ont été aussi savantes sur le plan scientifique et technologique, et jamais elles n'ont été aussi corrompues sur le plan moral. Donc je pense que Rousseau, encore une fois, avait raison. La troisième suggestion que je pourrais faire, c'est un texte très très bref de Simone Veil. Alors Simone Veil, Veil avec un W, hein, la philosophe, qui est la note sur la suppression générale des partis politiques, qui montre bien que la logique même d'un parti politique, ce n'est pas la recherche de la vérité, c'est la recherche du pouvoir, et que si on est dans une démarche de recherche de vérité, eh bien ça ne passe pas par l'adhésion et le militantisme à l'égard d'un parti politique, mais ça passe bien par une pensée critique personnelle, une pensée critique qui cherche à se confronter aux problèmes pour en dégager le vrai. Et là-dessus, je la rejoins, à savoir que c'est seulement dans le vrai qu'on peut espérer faire changer les choses positivement et pas dans l'imposture et le mensonge du parti. Un petit message pour nos amis gauchistes en toute bienveillance. Alors si parmi nos auditeurs il y a ce qu'on appelle des gauchistes, et ce terme n'est pas du tout, je ne l'emploie pas du tout dans une connotation péjorative, je leur dirais que s'ils sont sincèrement engagés dans leur combat, c'est-à-dire s'ils pensent que le combat pour la justice sociale est vraiment ce qu'ils placent au sommet de leur combat et de leurs valeurs, qu'ils se posent la question de la cohérence du discours auquel ils adhèrent. Personnellement, c'est parce que j'ai repéré des incohérences dans le discours de l'extrême gauche que je m'en suis détaché. Ce n'est pas du tout parce que je considérais que le discours de l'extrême gauche sur la justice sociale était quelque chose de mauvais et que je préférais adhérer aux valeurs de la droite ou de l'extrême droite. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment un positionnement dialectique. Si on est sincèrement engagé dans un combat politique, on doit être cohérent et on doit être conséquent dans les opinions qu'on défend. Alors par exemple, quand on est de gauche ou d'extrême gauche, sur des sujets comme l'immigration, sur des sujets comme le droit des minorités, eh bien on va avoir des positions de principe qui sont des positions de tolérance. On va considérer qu'être contre l'immigration, c'est être fondamentalement intolérant. On va considérer qu'être contre le féminisme, même si je ne sais pas exactement ce que veut dire être contre le féminisme, il y a des féminismes, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Ce serait être un misogyne, ce serait être quelqu'un qui n'aime pas les femmes, ce serait être un rétrograde, quelqu'un qui va prôner la société patriarcale, etc., etc. Je pose simplement la question, est-ce que vous pensez sincèrement que l'immigration, si elle était quelque chose de fondamentalement, humanitaire, est-ce qu'elle serait autorisée, voire prônée et encouragée par des personnes comme Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF,
Est-ce que vous pensez tout simplement qu'elle serait acceptée par nos États et nos gouvernements? Est-ce que vous pensez par exemple que l'accueil des réfugiés syriens, des migrants, est-ce que vous pensez que ça relève simplement d'un projet humaniste, alors que si ces réfugiés sont là, c'est précisément parce que les forces occidentales interviennent militairement dans les pays du Moyen-Orient? La question que je pose, c'est est-ce que vous pensez sincèrement que c'est l'humanisme qui est à l'œuvre dans des processus de déracinement des peuples, d'homogénéisation culturelle? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là derrière un projet beaucoup plus pervers, beaucoup plus cynique, un projet qui peut-être nous échappe, parce que lorsqu'on est dans la sincérité du combat et de l'engagement, on ne perçoit peut-être pas toutes les tentatives de manipulation auxquelles on succombe. Je pense que c'est peut-être très difficile d'admettre ce cruel constat qui est que derrière des concepts fétiches qui se présentent comme humanistes et tolérants, peut-être en fait que se met en place les politiques les plus perverses et les plus antipopulaires qui puissent être. Et dernière question, c'est quoi pour toi être français? Alors qu'est-ce qu'être français? Bien, déjà être français, c'est savoir que la France existe. C'est-à-dire que ce n'est pas adhérer à la phrase d'Emmanuel Macron selon laquelle la culture française n'existe pas. Au contraire, la culture française existe et la France, c'est la culture française entre autres. La France, c'est un territoire, c'est une histoire, c'est une langue, ce sont des valeurs, ce sont des pensées. La pensée française est une pensée très riche et très complexe comme l'est sa langue. La France et l'identité française s'est construite sur des conflits, sur des paradoxes, sur des oppositions. Nous sommes à la fois un pays qui a un héritage grec et latin. Nous sommes un pays qui a été considéré comme la fille aînée de l'Église. Nous sommes un pays donc d'une grande tradition chrétienne. Nous sommes le pays de la royauté, mais nous sommes aussi le pays du régicide. Nous sommes le pays de la Révolution française. Donc nous sommes un peu le pays des contradictions et des paradoxes. Et l'identité française, c'est le fruit de ces paradoxes, mais de ces paradoxes rendus conscients, c'est-à-dire rendus compris. Être français, c'est assumer les héritages contradictoires. C'est assumer l'héritage païen et l'héritage chrétien. C'est assumer l'héritage royal et l'héritage républicain. C'est peut-être même assumer l'héritage de la gauche et de la droite. Mais en tout cas, c'est avoir conscience que cette identité existe et que ce n'est pas en niant une identité que l'on peut s'en détacher.